Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveaux modèles, de Twitter, et revenir sur une décision de Tesla pour voir concrètement ce que cela a changé pour certains électromobilistes. Je finirai avec une petite partie vlog. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Allez, c'est parti, générique. Si les États-Unis sont le royaume des grands espaces et donc des pick-up imposants, l'Europe fait plutôt part belle aux citadines polyvalentes. Le groupe Volkswagen en a conscience et voit les réussites commerciales des Zoé, Fiat 500e ou Dacia Spring comme autant d'incitations à entrer sur ce marché. Le 5 mai dernier, Caradisiac relayait le nouvel investissement du groupe allemand en Espagne pour un montant de 10 milliards d'euros. 30% de cette somme est allouée à la construction d'une unité de production de batteries pour une capacité de 40 GWh par an. En tenant compte d'une capacité de 50 à 80 kWh par voiture, cela permettrait de produire 500 à 800 000 batteries annuelles. Produites à Martorell et à Pampelune, également en Espagne, ces trois citadines devraient voir le jour sous les marques Cupra, Skoda et Volkswagen. Toutes trois basées sur la plateforme MEB, maintenant bien connue dans le groupe Volkswagen, elles auront un style différent malgré une architecture commune. La Cupra aura des lignes acérées, suggérant la sportivité. La Skoda fera la part belle à l'espace intérieur avec un style plus massif, tandis que la Volkswagen reproduira les canons de la gamme actuelle ID à échelle réduite. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus avec le petit teaser de la marque. Pourtant, ne vous précipitez pas en concession dès maintenant, ces annonces ne déboucheront pas sur une production prochaine. Les voitures devraient être disponibles à l'horizon 2025, tandis que l'usine de batterie ne devrait pas être en mesure de produire avant 2026. Pour cette annonce, Volkswagen renforce pourtant sa communication sur l'avenir tout électrique du groupe, tout en anticipant la prochaine sortie d'une grosse concurrente très attendue, la Renault 5. Il semblerait que le groupe allemand ait appris de ses erreurs passées et ne souhaite plus se laisser déborder par ses concurrents. Sur l'échiquier stratégique automobile mondial, Herbert Diess envoie des signaux à ses clients pour éviter de les voir se tourner vers d'autres constructeurs qui ont d'ores et déjà pris un coup d'avance. On attend de voir ce que Tesla pourra proposer dans cette gamme, même si Elon Musk a annoncé ne pas travailler actuellement sur la compacte de la marque T. À suivre assurément. Je ne souhaitais pas spécialement parler de l'affaire du rachat de Twitter par Elon Musk sur cette chaîne, mais nombre d'entre vous m'ont contacté pour avoir mon avis sur le sujet. Certains se sont posés à juste titre la question de la santé mentale du patron de Tesla dans cette affaire. Si on y regarde de plus près, on peut se poser la question « Pourquoi veut-il prendre le contrôle de Twitter ?» Depuis des années maintenant, Elon Musk est énormément décrié en raison de prises de position ou de situations qui n'ont pas toutes quelque chose à voir avec ses entreprises. Je pense que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la suppression par Twitter de comptes appartenant à des résistants ukrainiens et au maintien de la propagande russe sur le réseau. Elon Musk étant plutôt pro-ukrainien, il est clair que cela l'a affecté. Il y a pourtant eu d'autres exemples avant. Fervent défenseur de la liberté d'expression, Musk s'en est offusqué en raison, selon lui, de la récurrence de ce type de bannissement d'apparence arbitraire qui déséquilibre la visibilité de différentes opinions. Si je suis plutôt d'accord avec lui, je suis également certain que la liberté totale débouchera surtout sur une surreprésentation de ceux qui ont les moyens de noyer les réseaux de leurs idées. Et non pas en fonction d'arguments valables, mais uniquement en fonction de puissance de frappe. On pourrait se retrouver avec une désinformation généralisée et des voix qui, avec des arguments valables, ne seront plus entendues. Après la télé-poubelle des années 90, cette décennie 2020 pourrait bien devenir celle des réseaux sociaux poubelles. Musk a précisé pourtant, à la suite de pas mal de critiques, que bien entendu Twitter devrait respecter la loi et bannir les comptes qui ne la respectent pas. Bon, tout ceci est beau, mais au final, quel gain Elon Musk ont-ils tiré de ce rachat ? À mon sens, aucun. En tout cas, pas sur le plan financier. En prenant le contrôle du média qu'il utilise le plus, le milliardaire gagne pourtant une chose essentielle dans sa communication. Le contrôle des pressions faites sur le réseau par les administrations et les lobbies. En clair, il neutralise les pressions cachées sur le réseau social qui ont pour but de faire pencher l'opinion dans un sens ou dans l'autre.
Au départ, très opposé à cette décision, l'arrivée de nouveaux partenaires me laisse à penser que cela pourrait à terme être une bonne chose. Sur les 44 milliards du rachat, 7 sont déjà assurés par des investisseurs extérieurs. Cela semble réduire la pression financière sur Elon Musk et donc sur Tesla qui semble pâtir en bourse de cette décision. Ces prises de participation extérieure ne pourraient pas être les seules, ce qui éviterait une prise de contrôle totale du réseau social par un seul homme. Avec une pondération imposée par cette structure actionnariale, l'ouverture du code source de Twitter au public et un fonctionnement plus éthique, Elon Musk peut finalement gagner son pari d'offrir un réseau plus honnête et plus transparent. Pourtant, de nombreuses voix se sont élevées contre le rachat, arguant qu'il ferait mieux d'investir dans ses entreprises ou dans ses grands projets. Mais demande-t-on à Jeff Bezos de vendre son yacht pour aider à passer le cap compliqué que subissent en ce moment ses entreprises ? Un patron doit-il être responsable devant ses employés, ses clients ou le grand public de ses achats ou décisions privées? Je ne le pense pas, et c'est pour cela que je ne voulais pas intervenir sur le sujet au départ. Non, Elon Musk n'est pas fou, il est juste assez téméraire pour se confronter à ceux qui travaillent en sous-main pour le faire chuter, lui et ses entreprises. Il joue un jeu à cartes découvertes là où d'autres se cachent pour agir, et ça, c'est certes courageux, mais aussi très dangereux, car donner un coup de pied dans une fourmilière ne se fait que rarement sans blessure. Autre décision décriée d'Elon Musk, l'ouverture des superchargeurs à toutes les marques. Alors qu'aux États-Unis, le constructeur travaille sur un adaptateur en vue de permettre à tous les utilisateurs de voitures électriques de se charger sur les superchargeurs, l'Europe s'ouvre progressivement et représente une phase de test primordiale. En France, ce sont désormais 18 points de recharge qui sont disponibles avant une nouvelle extension prochaine qui devrait se dessiner sous peu. Les vacances de Pâques ont été un bon moment pour mesurer l'impact de cette ouverture lors des pics de grande affluence. Alors que certaines stations Ionity ont été littéralement prises d'assaut, comme à Metz par exemple, où les clients en grande partie provenant des pays nordiques ont subi des attentes allant jusqu'à 5 heures. Les superchargeurs Tesla, eux, n'ont pas retenu l'attention des journalistes. Et pour cause. Le réseau a parfaitement fait son office, avec toutefois ça et là des attentes de quelques minutes sur certains points clés, comme c'était déjà le cas avant. Voilà qui devrait rassurer ceux qui s'inquiétaient de cette ouverture et de l'incidence sur la disponibilité des bornes. À voir ce que cela donnera lors des prochaines grandes transhumances d'été, surtout si Tesla décide d'ici là d'ouvrir l'ensemble de son réseau français comme il l'a déjà fait aux Pays-Bas. Enfin, j'ai eu énormément de retours suite à ma première vidéo traitant du sujet, avec plus ou moins de réussite quant à la charge. Fred07 m'a remonté une charge réussie et facile pour son Kona. Antoine n'a pas réussi à charger avec sa Volvo XC40, en raison, semblerait-il, d'un souci sur le système d'autorisation sur sa carte bancaire. À Nancy, Étienne a pu charger avec son iNiro, tandis que Cyril n'a pas réussi avec son ID4. Damien rapporte que la prise des superchargeurs V3 coince un peu au branchement sur sa Ioniq 28, mais qu'il a pu charger tout de même, sachant que sur les superchargeurs V2, la prise ne pose pas de problème. Enfin, Doumé est parvenu à charger sans souci à Montélimar avec sa Volkswagen Up. On le voit, il reste encore pas mal de travail pour Tesla, afin de faciliter la recharge pour toutes les autos. Mais on voit que c'est quand même sur la bonne voie. À suivre en tout cas cet été. Enfin, je passe à la dernière partie de cette vidéo qui va vous parler un petit peu de la chaîne. La semaine dernière a été une semaine de relâche pour les sorties vidéo. Mais pas pour moi. J'ai à cœur de faire perdurer The Choucroute Garage sur le long terme. J'ai donc énormément travaillé sur le modèle économique que je dois mettre en place pour disposer d'une certaine sécurité financière. Deux constats m'ont fait énormément cogiter ces derniers temps. Premièrement, YouTube met de plus en plus de publicités longues, non escamotables, par un clic au bout de quelques secondes. Lorsque le sujet ne vous intéresse pas, c'est juste pénible. Deuxièmement, à ce jour, les revenus de la publicité YouTube représentent les 3/4 du chiffre d'affaires de la chaîne. Niveau sécurité d'une source de revenus, c'est plutôt moyen. En conséquence, j'ai réfléchi à des possibilités pour réduire la présence de publicité YouTube sur mes contenus. Pour y parvenir, j'ai pris 3 directions qui, j'espère, me permettront de supprimer les coupures pub en cours de vidéo dans un premier temps. En premier lieu, j'ai commencé à proposer des formations et des conférences sur la voiture électrique. Je vous en parlerai bientôt puisque tout est actuellement en test et je pense proposer ces services dans les mois à venir. Entreprises, particuliers ou collectivités se sont déjà montrés intéressés. Cela viendra également en complément des missions de prise de vue aérienne que je peux réaliser avec mes drones. Le second axe est celui de YouTube et de la fonction « Rejoindre » que vous trouvez en dessous des vidéos depuis quelques jours. Vous pouvez devenir contributeur à hauteur de quelques euros par mois.
ce qui vous donne un badge spécial et l'accès à quelques émoticônes pour le moment. Je vais développer un jeu d'émoticônes prochainement, il faut juste que je vois avec les graphistes, avec les gens qui pourront m'aider pour réaliser en fait quelque chose de sympa et d'intéressant, vous donner une réelle plus-value à ceux qui vont décider de m'aider. Enfin, j'ai décidé de m'ouvrir à plus de sponsors sur mes vidéos. Monétiser par ce moyen me permet de moins dépendre du revenu publicitaire de YouTube et ainsi de supprimer les coupures pub, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cela me permet également de mettre en avant des sociétés qui me parlent et que j'ai envie de recommander, pas celles qui payent le plus ou qui ont de gros contrats avec YouTube. Je veux reprendre le contrôle de la communication publicitaire, au moins partiellement, sur la chaîne. Je précise d'ailleurs que les publicités que vous voyez sur YouTube ne sont pas choisies par les créateurs. Nous n'avons strictement aucun contrôle sur le contenu et chacun voit des publicités différentes en fonction de ses habitudes de navigation sur la plateforme. Enfin, pour les Tipeee, Utip et la boutique Spreadshirt, ce sont de petits revenus que j'affecte systématiquement à l'investissement ou à l'entretien des moyens qui me permettent de vous faire les vidéos, à savoir ordinateur, caméra, éventuellement studio, tout ce qui est autour de moi. Un grand merci en tout cas à tous les contributeurs, mais également à tous les autres, parce que s'abonner, partager, mettre des likes, mettre des commentaires, tout ça c'est très important parce que ça permet à YouTube de mesurer l'impact que peut avoir une chaîne et donc de le mettre plus ou moins en avant. En tout cas, j'espère que toutes ces mesures permettront de vous rendre les vidéos plus agréables à regarder et que cela permettra à la chaîne de vous informer longtemps. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.